Retour sur le plateau de France 3 Côte d'Azur avec en bas à droite de votre écran toujours ce petit QR code qui va apparaître et que vous pouvez flasher en approchant votre téléphone portable de l'écran pour pouvoir suivre toute l'actualité des législatives sur notre site internet. Sur ce plateau, le débat continue cette fois-ci avec 5 candidats, ceux de la 8e circonscription du Var, celle du Haut-Var qui englobe Draguignan et qui va jusqu'au Verdon, avec notamment Ops, Barjol, Comps-sur-Artuby, Fayence, Riance, une circonscription qui compte, vous le voyez, plus de 141 000 habitants, dont 108 000 électeurs. Et ce sont eux que vous allez devoir convaincre ce soir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus assister à ce débat. Fabien Matras, vous êtes député sortant La République En Marche. Vous repartez en campagne sous la bannière Ensemble de la majorité présidentielle. Vous débattrez avec Vanessa Lucido. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le parti Reconquête d'Éric Zemmour. C'est votre premier engagement en politique. Face à vous, Philippe Schreck. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été investi par le Rassemblement national. Catherine Joanneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la candidate de la gauche unie au sein de la NUP, la NUPES. On ne sait toujours pas comment le prononcer. La Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Il va falloir s'habituer. Et enfin, Guillaume Jublot, vous êtes le candidat des Républicains. Bonsoir à vous. Mais je ne vous présenterai pas correctement sans préciser que vous étiez et que vous êtes, je crois encore juridiquement, toujours le suppléant du député sortant, Fabien Matras. Et justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce soir, dans cette circonscription, on va parler d'un enjeu qui intéresse tous les électeurs, tous les téléspectateurs qui nous regardent, c'est l'accès aux soins et les déserts médicaux. Avant d'aborder ce thème, je voudrais, parce que l'échiquier politique est très mouvant en ce moment, qu'on rappelle les positionnements politiques des uns et des autres. Guillaume Jublot, Fabien Matras, comment un suppléant peut se retrouver en face du député sortant? Expliquez-nous ce qui s'est passé. C'est très simple, nous avons commis une erreur. Fabien Matras est venu me chercher à l'époque pour être suppléant. J'ai accepté pensant pouvoir porter les idées de la droite républicaine. Ça n'a pas été le cas, je n'ai pas pu les porter. J'ai donc démissionné en juin 2020. Je l'ai fait savoir dans la presse. Effectivement, il n'y a pas de statut qui nous permet de démissionner. Donc j'ai dû faire passer ma démission dans la presse pour faire savoir à tout le monde que je n'étais plus le suppléant de Fabien Matras. Fabien Matras. Et de droite et de gauche, ça ne marche pas à tous les coups, finalement? Visiblement, non. Monsieur Jublot attendait qu'on ne soit que de droite. Pas de bol. Voilà. Parce que vous venez plutôt de la gauche. Je viens plutôt de la gauche. Moi, vous savez, je me reconnais parfaitement dans l'idée du président de la République qu'aujourd'hui, le clivage gauche-droite est totalement dépassé. Honnêtement, je vais être de droite sur certains sujets, de gauche sur d'autres. Je ne me réfère pas, quand j'ai une bonne idée en face de moi, je ne me demande pas s'il est de gauche ou de droite. Mais dites-nous concrètement sur quel genre de sujet. Non, mais c'est une question d'ambition personnelle, de querelle de personnes, ou sur quel genre de sujet vous ne vous êtes pas mis d'accord? Donnez-nous un exemple concret. Je tenais juste à préciser, à l'époque, Fabien venait du PS, du Parti Socialiste, et moi je venais de l'UMP avec Nicolas Sarkozy. Citez-moi un exemple. Un sujet, par exemple, la suppression des droits de succession, voilà. Ça avait un exemple sur lequel on ne va pas être d'accord. Moi, je suis pour la suppression totale des droits de succession, par exemple. Depuis que c'est dans le programme de l'État, des ça fait Républicains. très longtemps déjà que... Fabien Matras, ça a été un des sujets de querelle? Par exemple, pas du tout, mais on n'a pas eu de sujet de querelle. Enfin, moi, je n'ai pas de querelle avec M. Jublot. Puis de toute façon, honnêtement, les questions de personnes m'intéressent peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce que M. Jublot... Ce qui m'intéresse, c'est ce que M. Jublot propose pour la circonscription. Et on est là pour ça aujourd'hui. Maintenant, il est en difficulté également avec le maire de la ville-centre. Ça ne va pas être évident. Le maire de la ville-centre, effectivement, qui a soutenu Emmanuel Macron. Donc vous avez été le DGS. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Catherine Joanneau, vous aussi, vous allez devoir gérer des binômes mixtes, insoumis PS, insoumis ELV. Ce n'est pas le cas dans votre circonscription? Ah non, pas du tout. Il va falloir gérer. Non, mais contrairement à ces deux messieurs qui votent la même chose quand il s'agit du plan de financement de la sécurité sociale et qui se retrouvent bien, en fait, sur des idées de droite. Mais votre parti politique, monsieur, les deux partis politiques représentés par monsieur Matras et par monsieur Jublot ici, à l'Assemblée nationale, ils votent la même chose pour casser les services publics. Mais quand il faudra voter pour ou contre le nucléaire, pour ou contre la livraison d'armes en Ukraine, les groupes politiques... Alors, je représente l'Union. C'est une belle union, fraîche et joyeuse. Ça démarre bien, cette campagne. C'est dynamique, c'est sympa. Alors, effectivement, il y a 80% du programme sur lequel on est d'accord, et c'est l'accord de la NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et puis, il y a des points de divergence. Vous avez raison. Par exemple, il y a des points de divergence sur le nucléaire. Mais tous les partis politiques qui sont unis auront la possibilité d'avoir un groupe à l'Assemblée, et puis il y aura un débat d'amendements. Vous assumerez vos divergences? On assumera nos divergences, comme on l'assume en démocratie, par le débat. Alors, voilà. Avant de venir à vous, Vanessa Lucido et Philippe Schreck, je voudrais qu'on regarde comment ont voté les électeurs de cette circonscription, la 8e du Var, lors de la dernière élection présidentielle.
Marine Le Pen, dans cette circonscription, est arrivée en tête du premier tour, loin devant d'ailleurs, avec 32,7% des voix, suivi d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour au second tour. Marine Le Pen obtient 58,7% des voix. Dans cette circonscription, au premier tour, le bloc nationaliste Le Pen-Zemmour cumule quasiment 45% des voix. Est-ce que ce n'est pas du gâchis pour vous deux de partir divisé dans une circonscription gagnable, Vanessa Lucido? Moi, je trouve que c'est du gâchis, sachant que vous savez très bien qu'au sein de notre parti, on a cherché à avoir une union des droites et que nous n'avons pas réussi, malheureusement, à avoir. Voilà. Vous pourriez dire... Comme Éric Zemmour l'a fait dans quelques circonscriptions, face notamment à Marine Le Pen, Éric Ciotti, il y a une chance que cette circonscription bascule à l'extrême droite, on se retire. Ça n'a pas été le choix de Reconquête. Non, mais le choix de Reconquête, ils l'ont fait dans certaines circonscriptions, mais ils ne l'ont pas fait dans toutes les circonscriptions, parce que ce qu'on veut, en fait, c'est que le parti Reconquête dure et grandisse. Donc on n'a pas d'intérêt aujourd'hui à se retirer au niveau de la députation. Philippe Frech, vous regrettez ce positionnement ? Disons, lorsque l'on voit les résultats, on ressent, et on le voit également sur le terrain, que l'on peut gagner. Et que l'on peut porter le message, les aspirations et aussi la colère des 108 000 personnes qui sont inscrites et que vous avez évoquées dans cette circonscription. Alors, bien entendu, on préférait ne pas être divisé. Mais nous avons quand même des divergences qui fait que chacun va mener sa route dans le premier tour. Nous ne sommes pas monothèmes. Et les scores de l'élection présidentielle au premier tour ont montré que les Français n'appréciaient pas lorsqu'on est monothème et que le thème unique devienne obsessionnel. Vous reprochez à Reconquête de ne parler que d'immigration ? C'est, me semble-t-il, ce qui est apparu lors de l'élection présidentielle. Nous avons tous dans notre vie diverses aspirations. Nous n'avons pas qu'une aspiration, nous n'avons pas qu'une inquiétude. Et il est bien évident que les citoyens de notre circonscription ne sont pas obnubilés, obsédés que par un seul thème, même si ce thème est un thème que nous reprenons par ailleurs. Alors je viens sur Reconquête. L'essentiel, c'est deux choses. C'est le vote au premier tour qui doit être un vote utile dans le camp des patriotes. Et puis c'est de se retrouver au second tour avec, je pense, et j'en suis persuadé, madame, beaucoup plus de courtoisie que M. Zemmour l'a fait au soir du premier tour. Allez, dans cette circonscription, il y a un enjeu sur lequel tous les électeurs vous attendent, c'est l'accès aux soins. On a beaucoup parlé dans nos journaux de la fermeture des urgences de Draguignan, puis la réouverture partielle. Et puis, il y a ces petits villages qui voient partir leurs médecins sans trouver de remplaçants. Extrait de reportage tourné autour des urgences de Draguignan et puis dans le village de Trigance. Moi, je suis dracénoise, je suis née ici, ma fille est née ici, on a été accueillis aux urgences. Ça nous semble impossible que ce service public puisse disparaître. Il faut vraiment que ces urgences ouvrent, parce que où est-ce qu'on peut aller? Les autres sont saturés. On ne peut même pas aller à Saint-Raphaël, on ne peut pas aller ailleurs. Il n'y a pas de place. Si vous avez un souci de santé la nuit, vous allez voir qui? Personne. Les médecins, ils ne sont pas libres la nuit, donc il n'y a que l'hôpital qui peut soigner la nuit. À Trigance, les habitants ont un sentiment d'abandon. Téléphoner pour ma mère, pour Castellane, c'est 2 mois de délai. Sachant que là, Castellane, il n'y a que 2000 habitants, que l'été, il y en a 45 000. Donc c'est aussi un problème dans nos zones rurales. On essaye de préserver au maximum tous les services comme la poste, l'école, pour que les gens puissent rester. Mais au fur et à mesure, si déjà il n'y a plus de médecins, ça va. Il y a des gens qui vont partir. Des gens qui vont partir, nous dit cette habitante de Trigance. Catherine Joanneau, je vous donne la parole en premier sur ce sujet parce que vous avez participé aux mobilisations du vendredi soir devant l'hôpital de Draguignan. Je n'ai pas raté beaucoup de vendredi soir depuis 7 mois, en effet. Alors, vous avez donc du coup très régulièrement pointé du doigt les problèmes. Quelles solutions vous mettez en œuvre si vous êtes élu député pour que ces urgences rouvrent dès le mois prochain, puisque vous dites qu'il y a urgence à rouvrir ces urgences? Alors, la question des urgences et la question des déserts médicaux, en fait, c'est la même. Il faut un plan massif de réinvestissement dans la santé publique en liant l'offre de soins de façon à ce que la médecine de ville, la médecine de village et les services hospitaliers soient liés entre eux. Pour ça, nous voulons embaucher 100 000 soignants. Nous voulons financer les études de médecins à des jeunes médecins. Les hôpitaux cherchent à embaucher. Certes, ils ne trouvent pas. Certes, mais alors il y a le problème des médecins, mais il y a aussi le problème des infirmières, des aides-soignants. Nous voulons réintégrer les soignants qui ont été chassés de l'hôpital. Nous voulons revaloriser les salaires. Chassés de l'hôpital, on précise, parce que non vaccinés.
Oui, certains avaient fait le choix de ne pas se faire vacciner. Et les autres, ils ont on été les chassés, a exclus alors qu'on avait terriblement besoin de soignants. Vous parlez de ces soignants-là exclusivement quand vous dites des soignants chassés de l'hôpital. Ce sont les non vaccinés. C'est ceux qui ont perdu leur emploi en raison de cette des médecins histoire. de l'hôpital ont été Et vaccinés. je voudrais continuer en disant que l'offre de santé, elle doit être pensée globalement sur le territoire. Nous voulons financer les études de médecine à partir de la 4e année, parce que la situation, nous ne la découvrons pas aujourd'hui. C'est une des propositions de Jean-Luc Mélenchon, en effet, qui dit on va payer les études des futurs médecins et ensuite ils seront tenus de s'installer dans certains déserts médicaux. Mais les étudiants, déjà, ces principes d'incitation existent déjà. Et ça ne fonctionne pas forcément. Il y a des étudiants qui nous ont dit, nous, on ne prendra pas l'argent parce qu'une fois qu'on a fini notre internat, on en a suffisamment bavé, on veut aller s'installer là où on veut. Eh bien, il y en a qui le prendront, madame. Parce qu'il y en a qui font des études de médecine qui leur coûtent très cher. Il y a beaucoup de gens qui sortent de milieux modestes. Je suis enseignante, j'en connais parmi mes lycéens. Beaucoup de gens qui sont dans des milieux modestes et qui seraient ravis qu'on finance au moins une partie de leurs études en contrepartie d'une installation, de rendre à la nation ce que la nation nous a donné. Après tout, les enseignants n'ont pas le choix lorsqu'ils s'installent. Eh bien, les professions de santé, qui sont au moins aussi essentielles que celles des enseignants, on pourrait très bien fonctionner de la même façon. Mais je continue en disant que nous voulons aussi revaloriser les professions de santé par l'augmentation du SMIC, par l'embauche des contractuels de la fonction publique, notamment dans la fonction publique hospitalière. Nous voulons aussi mettre fin au scandale des EHPAD privés en embauchant 240 000 soignants dans les EHPAD publics afin de mettre fin à la maltraitance de nos anciens. Ce qu'on comprend quand même, c'est qu'il n'y a pas de solution immédiate. Alors, il n'y a pas de solution immédiate, sauf quand même à reprendre l'ensemble des acteurs du territoire. Je constate que depuis 7 mois, il y a des réunions qui n'ont abouti à rien. La réouverture de 2 nuits par semaine, c'est pas 3 nuits par semaine, c'est 2 nuits par semaine. Avec les estivants qui arrivent maintenant, on va se retrouver face à des situations très compliquées. Le maire de Trigance, qui fait partie de mon comité de soutien, disait la désertification médicale, c'est 1 heure pour aller à Draguignan, 1h30 pour aller à Digne. Comment on fait ? Guillaume Jublot, dans le programme des Républicains, il y a en même temps l'amélioration des soins à l'hôpital et la suppression de 150 000 postes dans la fonction publique, toute fonction publique confondue. Moi, je voudrais juste revenir sur la santé par rapport à cet exemple qui illustre bien le déclinisme de notre territoire. Et on est vrai, et pour moi, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas laisser les urgences de Draguignan de nuit fermées comme ça depuis plus de 6 mois. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas négociable. La santé, c'est le bien le plus précieux. Donc, vous faites comment ? Déjà, les Républicains avaient proposé dans leur programme de mettre en place des médecins juniors dès à présent. Donc, en 3e année, pouvoir permettre à ces médecins de s'installer, les inciter, non pas les obliger, madame, mais les inciter à s'installer dans le territoire. Et déjà s'appuyer sur l'existant. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont été ratées. Pardonnez-moi, mais par rapport aux déserts médicaux tout à l'heure, on parlait de téléconsultation. La téléconsultation, pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait la fibre optique ou il faut qu'il y ait du haut débit. Aujourd'hui, chez nous, on n'a pas le haut débit partout. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est dommage, parce qu'on aurait déjà pu amener des solutions pérennes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'ont pas été anticipées. Et ce que je reproche dans tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucune anticipation. On arrive au bout de 5 ans de mandat, il n'y a rien qui est anticipé. Et ce problème-là, il n'est pas d'aujourd'hui. Fabien Matras, quand on vous entendait dire pendant 5 ans, on n'a rien fait, pendant 7 mois, on n'a rien fait, vous dites non, on n'a pas rien fait. Non, je confirme qu'il y a eu un défaut d'anticipation. Il y a eu un défaut d'anticipation de la part du Parti Socialiste et des Républicains qui auraient dû supprimer le numerus clausus il y a déjà bien longtemps. Ça n'a pas été fait. Le courage n'était pas là à l'époque. Il fallait aller plus loin. Si on avait, nous avons fait de former nos étudiants. Nous avons déverrouillé le numerus clausus pour pouvoir former davantage de médecins. Parce que la difficulté qu'on vit à Draguignan, finalement, c'est le reflet d'une difficulté qu'on vit sur le territoire national. Nous manquons de médecins. À Draguignan, nous avons les budgets pour payer 20 médecins aux urgences. Nous avons fermé les urgences, nous en avions 5. Donc on voit bien qu'on pourrait prévoir les budgets pour avoir 30 médecins. C'est pas un problème de moyens financiers, c'est un problème... Non, c'est pas un problème de moyens financiers. Mais vous reconnaissez la responsabilité commune de la droite et de la gauche d'avoir bloqué ce numerus clausus pendant des années. Parce qu'on dit que rien n'a été fait. Aujourd'hui, par rapport au numerus clausus, c'est bien de l'avoir débloqué, mais aujourd'hui, on ne donne pas les moyens aux universités de former de nouveaux étudiants. Il n'y a pas toute la logistique qui permet de le faire. Le plan Ségur a permis de débloquer 20 millions d'euros. Bien sûr, il y a le plan Ségur, et puis sur le numerus clausus... À quoi ça va servir ? C'est pas un problème budgétaire, c'est un problème humain. Je vais laisser finir, monsieur Jublot. À Draguignan, le plan Ségur a servi à améliorer le plateau technique, mais ça ne règle pas les problèmes des conditions de travail et des salaires des personnels. C'est tout. Il y a 20 millions qui sont tombés, mais ça n'a pas permis de réouvrir les urgences. C'est dommage. J'étais bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui ai obtenu ces 20 millions au ministère de la Santé avec le maire de Draguignan à l'époque. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à l'hôpital de nous présenter, lui, un projet qui a été construit avec la CME, donc avec les équipes de l'hôpital.
Et le projet a été financé intégralement. Donc aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros. On peut dire que ça ne sert que pour le plateau technique, mais moi, je crois que les soignants sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Enfin, donc ça, c'est financé. Pour revenir, parce que je voudrais quand même revenir. Le numerus clausus a été déverrouillé, pas supprimé. On me dit qu'il n'y a pas les moyens. Sauf que cette année, on forme 25% d'étudiants en deuxième année de plus qu'avant. Donc on voit qu'on y va progressivement. Pourquoi on ne le fait pas d'un coup? Mais parce qu'on manque de médecins et donc on manque aussi d'encadrants pour les étudiants en médecine. Vous pouvez prendre 2000 étudiants de plus en première année. Si derrière, vous ne pouvez proposer un stage qu'à 500 étudiants, ça ne sert à rien. Donc il aurait fallu le faire il y a 10 ans. Il aurait fallu anticiper tout ça. Eh oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai anticipé, c'est vous. Vous faites partie des... Philippe Schreck, Marine Le Pen veut augmenter le nombre de maisons de santé. Ça fait partie de son programme. Et on a l'exemple de la maison de santé de Comps-sur-Artuby. Elle existe et elle ne peut pas fonctionner faute de médecins. Alors est-ce qu'il faut continuer de construire des maisons de santé partout pour en faire des coquilles vides? Il faut surtout arrêter de déconstruire. Parce que ça fait 20 ans qu'on s'est attaqué à cette belle construction qui était l'hôpital public. 100 000 lits supprimés en 20 ans. 100 000 lits. Pendant le Covid, on a continué à supprimer des lits. Alors, Monsieur Matras, j'entends bien que, comme il y a eu le Beauvau de la sécurité, le Grenelle de l'environnement, on fait le Ségur de la santé, on dit on a ramené une ligne budgétaire de 19 millions. Mais, milliards, mais pas 19 milliards pour Draguignan. Hein. Ah non. Ouais, bon. Chacun a eu son lot. Mais la vérité, vous avez vu les images, vous avez vu la colère des gens. Arrêtez de prendre la médecine sous un angle comptable. Prenez-le sous l'angle humain. Lorsque à Draguignan, vous avez un enfant qui a 41 de fièvre et parce qu'il a par exemple une otite et qu'on lui dit qu'un soignant épuisé lui demande de repartir chez lui, eh bien, au motif que c'est pas vital, mettez-vous à la place de ce jeune qui va hurler tout le week-end. Lorsque on a un ancien qui a un problème de santé et qu'on doit l'emmener à Digne ou à Fréjus, on ne sait pas. On ne sait pas, la famille ne sait pas où est la destination. Le constat, c'est de l'humain. Fait autour de cette lorsque table. vous avez des gens qui pendant 8 heures, des anciens restent dans un couloir, ça c'est de l'humain. Il faut arrêter d'avoir une approche comptable. Alors vous voulez une proposition de solution. La première chose, c'est que il faut, on ne va pas en un coup de baguette magique, en quelques heures, reconstruire ce qu'on a mis 20 ans à saccager. Mais il faut d'entrée un moratoire sur la fermeture des lits et sur la fermeture des services. Parce que c'est une technique tout à fait macronienne. Je l'ai connue, moi, dans la justice. On vous ferme des services. Et puis après, on vous dit que vous êtes trop petit pour continuer. Mais nous sommes trop petits parce qu'on nous a rendus trop petits. Donc il faut un moratoire sur la fermeture des lits et sur la fermeture des services. Mais quand Fabien Matras vous dit que certains lits ferment faute de personnel. C'est le deuxième point. Pas des lits avec des soignants. C'est le deuxième point. Lorsqu'il y a eu 100 000 lits fermés en 20 ans, ce n'est pas faute de personnel. Le deuxième point, effectivement, et c'était le programme que nous portions présidentiel, c'est vraiment un plan d'embauche immédiat de 2,5 milliards. Et comment c'est possible? Je reconnais que, madame, là-dessus, je vous rejoins. C'est qu'il faut revaloriser pour éviter les vacances de poste et pour éviter les départs du personnel soignant, notamment les départs en cours de carrière. Alors, on va donner la parole à Vanessa Lucido, qui pour l'instant a peu parlé. Éric Zemmour veut recruter 1000 médecins salariés par l'État sur 5 ans. Pour les répartir partout où il en manque. Vous qui êtes chirurgien-dentiste dans le libéral, est-ce que le salarié des médecins, c'est la solution pour vous? Ça peut l'être, oui. Il faut des libéraux, on peut avoir des médecins salariés. Même moi, vous accepteriez, par exemple, vous, de quitter votre statut libéral et de dire, d'accord, je vais être salarié dans un petit village de la Trigance ou à Comps? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, bien sûr. En étant, j'imagine, moins bien payé. Vous avez des conditions de vie différentes quand vous êtes salarié que quand vous êtes en libéral. Voilà, vous avez, ça c'est un choix au niveau des praticiens. Vous avez beaucoup de praticiens aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui se montent, notamment des centres dentaires, où les professionnels de santé sont salariés et ça leur convient très bien. Voilà, il y a des gens qui préfèrent ça aujourd'hui. Et quand on voit comment on est taxé aujourd'hui en libéral et la pression qu'on a aujourd'hui face à la venue d'autant de patients qu'on a du mal à gérer, je pense que oui, ça peut attirer beaucoup de personnes. Sur la maison de santé de Comps, oui. La maison de santé de Comps, je tiens quand même à préciser qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai mis un médecin en contact avec l'agglomération. Il est probable que le maire de Trigance ait un médecin dans quelques semaines à Comps qui devrait venir justement salarié par la communauté d'agglomération, s'il l'accepte,
pour réouvrir cette maison de santé. Et un médecin communal également à la Verdière, ce serait une sacrée bonne nouvelle pour les habitants. À la Verdière, c'est déjà fait. À la Verdière, on a réussi, avant que ce soit possible dans la loi, on a obtenu une dérogation de l'ARS pour qu'un médecin puisse être salarié. Catherine Joanneau, vous avez déjà beaucoup utilisé votre temps de parole. Guillaume Jublot, vous vouliez dire un dernier mot sur ce thème? Pour compléter qu'il faut vraiment repenser totalement le système de santé et revoir l'hôpital. Ça, je crois que vous êtes tous d'accord sur... C'est la proposition que j'ai faite. En valorisant les soignants et en réduisant le nombre d'administratifs. Il nous reste 6 minutes, ça veut dire en gros 1 minute chacun pour nous dire si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, si vous êtes réélu, quelle sera votre priorité, quelle sera votre première proposition de loi? Fabien Matras, je vous écoute. Alors, ma priorité, ce sera, et dans la continuité de nos échanges, une proposition de loi sur la désertification médicale. Et je crois qu'il y a au moins, alors elle n'est pas terminée évidemment, mais il y a au moins 2 articles qui me semblent majeurs. C'est d'une part la régulation à l'installation des jeunes médecins. On ne peut pas continuer dans notre pays à avoir des zones où on a parfois trop de médecins et d'autres zones comme la 8e circonscription, nous n'en avons pas assez. Donc je pense qu'il faut que les jeunes médecins, à un moment donné, l'État a financé leurs études, puissent rendre à l'État en s'installant pendant quelques années dans des zones tendues. Et le 2e article qui me semble indispensable, c'est la meilleure régulation entre la médecine de ville et l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il n'y ait que l'hôpital qui assure la permanence des soins. Il faut que la médecine de ville participe à la permanence des soins. Et c'était ce qu'on faisait avant les années 2000. Et en fait, les médecins faisaient des gardes le week-end et la nuit. Je pense qu'il faut qu'on y revienne. Vanessa Lucido, votre proposition de loi, vraiment le thème que vous aimeriez porter à l'Assemblée nationale? Eh bien moi, si demain je suis élue à l'Assemblée nationale, il est clair qu'il y a des thèmes aussi qui me tiennent à cœur, de l'immigration à l'éducation. Mais pour moi, ma priorité, ce sera bien sûr la santé. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation très précaire et qu'on ne peut pas continuer à perdurer en ce sens. Donc vous proposeriez quelles mesures? Des mesures, j'en proposerai plusieurs, notamment déjà revaloriser le salaire des soignants, j'entends les aides-soignants et les infirmières. Moi, je pensais même essayer de construire des centres médicaux, qui seraient décentralisés en dehors des maisons médicales classiques, qui coûtent vraiment beaucoup d'argent. Et pourquoi pas faire un relais avec des médecins stagiaires qui pourraient prendre le relais sur des médecins qui sont déjà en place, de manière à alléger un petit peu tout ça. Philippe Schreck, 1 minute, une proposition de loi. 1 minute. Le pouvoir d'achat, madame. Le pouvoir d'achat, parce que les gens sont en colère de souffrir d'une inflation galopante et tragique et qui n'est pas corroborée par une hausse des salaires ou des traitements pour les fonctionnaires. Donc comme proposition, surtout pour une circonscription où les gens ont un besoin quotidien de leur véhicule, c'est la TVA à 5,5% sur l'essence, la suppression de la taxe de la TVA sur la TIPP et cesser d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du charbon. Ça n'a aucun sens. Ça ne permet que de martyriser financièrement les ménages. Donc voilà les 2 propositions, c'est sur le pouvoir d'achat pour rendre de l'argent aux Françaises et aux Français. Et parce que vous avez noté à la dernière élection présidentielle que c'est ce thème-là que vous aviez peut-être choisi justement. Nous ne l'avons pas choisi, il nous a été imposé par la souffrance des Françaises et des Français, c'est bien différent. Catherine Joanneau. Oui, alors je ne vais pas reparler de santé, puisque en plus M. Matras vient de reprendre mon programme. Je voudrais montrer ça. Il fait très chaud. On est en alerte sécheresse depuis le 4 avril, c'est chaque année de plus en plus tôt. Les gens, ils ont besoin, effectivement, qu'on revalorise les salaires, mais on va bientôt avoir un vrai problème pour la ressource en eau. Nous voulons mettre l'eau partout où c'est possible en régie publique, parce que la régie publique, on confie à des fonctionnaires municipaux le soin d'entretenir les réseaux. Une fois que les gens sont formés, ils le font très bien. La régie publique de l'eau, c'est vertueux et moins coûteux. Mais là, vous allez être encore d'accord avec Fabien Matras, parce que j'ai vu dans votre programme que vous vous félicitiez de ce projet-là dans le Pays de Fayence. Moi, je soutiens, après, c'est les élus qui font les choix. La régie publique, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Et je le sais, en tant qu'ancien maire, nous avions essayé, dans ma commune, de revenir à une régie publique. Alors, ça veut dire qu'il faut aider les communes et abroger la loi NOTRe. Non, mais c'est pas en termes d'investissement que c'est difficile. C'est derrière, en termes de fonctionnement. C'est quand il y a plein de communes qui le font et ça se fait très bien. Oui, mais parfois, ça peut se faire, parfois moins bien. À Barjol, les maires qui le font sont très contents et les usagers aussi. De l'eau moins chère pour tout le monde et des fuites réparées. Pas toujours. Les régies ne sont pas forcément moins chères. Et protéger toutes nos ressources en eau en abrogeant les grands projets inutiles. Redonner des moyens aux communes en abrogeant la loi NOTRe aussi. Sur ça, on est d'accord. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pendant 5 ans sur les moyens. Oui, je vois ça. Voter pour vous, donc c'est normal que vous soyez d'accord. Guillaume Jublot. Écoutez, moi je voudrais proposer une grande loi sur l'égalité homme-femme et plus singulièrement sur le traitement économique réservé aux femmes.
Alors ça parlera des salaires, ça parlera de toutes ces femmes qui ont porté les familles, porté le foyer, qui ont élevé les enfants, qui arrivent en fin de vie, sans avoir des retraites convenables, etc. etc. Je ne vais pas expliquer ça maintenant. Pour moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Qui a été aussi une des grandes causes du quinquennat précédent ? Pour moi, qui n'a pas été développé. Il y a plein de points comme celui que je viens d'aborder, qui n'a pas encore été abordé. Non, ça n'a pas été abordé. Il nous reste une toute petite minute. Je vais en profiter, Fabien Lattrasse, pour vous demander si vous avez signé la charte d'engagement. Alors, pas encore, mais oui, je le signerai. Voilà, qui vous oblige à soutenir absolument toutes les propositions. Alors, à soutenir les propositions qui ont été tranchées lors de l'élection présidentielle, mais ça, pour moi, j'ai pas de difficulté. Si j'étais pas d'accord avec le programme qui est en question, je ne serais pas candidat pour ce mouvement politique. Vous ne vous laisserez absolument aucune liberté sur certains thèmes ? Comme je l'ai fait pendant les 5 ans qui ont précédé, je me laisserai la liberté en fonction aussi de mes convictions. Ça, c'est évident. Elle passe toujours avant les engagements qui peuvent être partisans. Quelle est la place d'une femme aujourd'hui qui a 3 enfants, qui a élevé ses enfants, qui a porté son foyer, aujourd'hui quand elle arrive à la retraite ? Excusez-moi, ça n'a pas été traité. Merci en tout cas, merci à tous les 5 d'être venus débattre sur ce plateau. La semaine prochaine, nouveau débat sur France 3 avec Henri Migout. Rendez-vous mercredi à 17h45 et 23h15 au programme. La 5e circonscription des Alpes-Maritimes et la désormais très médiatique 4e circonscription du Var. Très bonne fin de soirée sur France 3.